Et salut à tous, je suis Flavio l'Estival et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction à chaud, hein, parce que je viens de regarder l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon. Et je dois dire déjà que c'était quand même quelque chose. Alors autant j'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 1, principalement parce qu'avec les fuites je savais déjà exactement tout ce qui allait se passer et au final les fuites se sont avérées toutes vraies. Mais du coup cet épisode 2 était vraiment beaucoup plus dans le relationnel, beaucoup plus que ce que je pensais. Personnellement j'aurais cru qu'ils auraient au moins, comme je l'avais dit dans ma vidéo prédiction, montré toute la partie à Arenal, la prise d'Arenal, apparemment l'histoire de vision que Daemon est censé avoir à Arenal, mais apparemment ce sera pour l'épisode 3. Et déjà je dois dire que le travail que les acteurs ont fourni est juste incroyable, quoi. Ça commence directement sur la réaction d'Aegon et en gros des Verts au massacre du pauvre petit prince Jaehaerys. Et on doit dire que c'est quand même intéressant parce qu'on voit Aegon déjà, franchement en fait un truc que j'ai remarqué sur cet épisode, c'est qu'Aegon c'est le personnage en fait, franchement actuellement dans la série que j'ai le plus de mal à comprendre, et je pense que ça va être partagé par pas mal de gens, parce que Aegon en fait il est vraiment, c'est un peu le bordel en fait dans sa tête. C'est-à-dire que au début il s'énerve, on se dit bah il est forcément enragé par la mort de son fils, puis en fait on se rend rapidement compte que il prend la situation et il ramène la chose sur lui. Il dit en gros, ils m'ont attaqué, ça aurait pu être moi, machin et tout. Mais en même temps, il parle quand même de son fils. Ce qui est intéressant parce qu'en fait, il y a une bataille un peu qui a l'air de se jouer entre son propre ego et sa propre volonté d'être roi, d'être aimé des gens, mais aussi la relation avec son fils, qui en soi pour lui a l'air d'être plus son héritier, du moins de l'image qu'il veut renvoyer en tant que roi, plus son héritier que réellement son fils, quoi. Mais on le voit quand même dans des moments de vulnérabilité qui sont quand même très personnels. À la fin de l'épisode, au début, je croyais par exemple qu'il pleurait la mort de son père, Viserys, et non pas celle de son fils, parce qu'il se touchait la bague et je croyais que c'était une bague que lui avait donné Viserys, parce que je crois qu'il avait des bagues Viserys. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Mais franchement, pour l'instant, c'est un mystère, Aegon, parce qu'en fait, on n'arrive pas à discerner la part de qu'est-ce qui est l'ego qu'il essaye un peu de se construire en tant que personnalité monarchique, ou tout simplement le fait que c'est un peu la personne que lui-même s'imagine être, alors que c'est pas forcément le cas, et la tristesse qu'il ressent, on le voit même, comment ça s'appelle. Après, c'est vrai que quand on y pense, il a toujours été dans une forme de devoir sans vraiment l'être. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est très frappé par le devoir, mais on l'a fait épouser sa sœur alors que c'était pas vraiment son choix. On lui a fait, du coup ils ont fait des enfants, mais c'était peut-être plus par devoir qu'autre chose. Par devoir entre guillemets, hein, parce que ça m'étonnerait que Aegon il avait ça en tête, mais c'est parce qu'ils étaient dans une relation, en gros, c'est mariage arrangé, etc., etc. Et en plus, sûrement validé par les Verts, parce que le but c'était sûrement que Aegon il ait des enfants pour qu'il soit héritier une fois qu'il soit couronné. Mais pour l'instant, non, franchement, je trouve que Aegon 2 c'est une véritable énigme, parce qu'on n'arrive pas à discerner en fait quelle pente sa personnalité et celle qui se construit, ou celui qu'il est vraiment. Donc c'est très intéressant, et on voit à quel point les Verts ont essayé de l'élever pour être roi, mais au final ça marche pas du tout, quoi. Mais moi j'ai trouvé ça quand même très 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 intéressant ce qu'ils ont fait avec le personnage d'Aegon. Donc évidemment après il y a les funérailles, on voit que Helaena elle commence à perdre les pédales, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose de progressif avec elle, pour qu'elle sombre dans la folie après ce qui s'est passé. On voit aussi plus ses côtés un peu divergentes. C'est-à-dire, quand je dis divergente, en fait ça renvoie à une forme d'autisme. Ils disent neurodivergent en anglais. Donc et le personnage d'Helaena, en fait, il est dans cette optique, c'est-à-dire qu'on le voit même pendant les funérailles, qui sont d'ailleurs une scène très glauque, hein, très prenante. C'est-à-dire qu'en plus, il montre le pauvre petit corps du pauvre prince Jaehaerys, qui a été, ils lui ont recousu la tête, c'est absolument horrible.
et Otto qui propose d'en faire la propagande. La première scène du Conseil Vert avec Aegon est juste incroyable. Il sait plus où donner de la tête. Il devient complètement fou. J'ai au moins aimé qu'ils aient quand même pris le détail de faire en sorte qu'il engueule Criston parce qu'il était où, hein. Je veux dire, en vrai l'excuse de il est au lit, elle tient pas vraiment, hein. Mais bon, faut que le scénario se fasse aussi. Et on voit pourquoi Criston est important. Ils peuvent pas juste le faire mettre au cachot ou le faire décapiter pour ça. On voit aussi qu'ils ont réussi à attraper Sang et Fromage, donc les deux perpétrateurs du meurtre. Cependant, ils sont pas au courant que ils ont tué Fromage, parce que dans les livres, ça reste un peu ambigu. On ne sait pas s'ils l'ont attrapé ou pas. Et du coup, ils ont fait pendre tous les Aegon, il a fait pendre tous les attrapeurs de rats. Donc je suppose que c'est fait. Et voilà, évidemment, on a eu les scènes entre Rhaenyra et Daemon, où en fait, ça, c'était pas une surprise. On s'est rendu compte que Rhaenyra qui se rend compte qu'en fait, Daemon, il est incontrôlable, que c'est un monstre. Et ils ont pas donné de réponse, ils ont gardé ça un peu ambigu. Est-ce que vraiment Daemon, il a ordonné le meurtre précisément sur Jaehaerys? Mais il le laisse quand même entendre, hein. Il laisse quand même entendre qu'il faut que le sang coule. Après, c'est vrai que personnellement, je pense que il a quand même ordonné Aemond en priorité, et après il a dit s'il trouve pas Aemond, machin. On prend d'ailleurs que Aemond, il était chez la Catin, qui apparemment l'a déviergé quand son frère Aegon l'avait amené au bordel pour la première fois, parce qu'on le voit, ça c'est comment ça s'appelle, c'est dans la saison 1. Et c'est toujours la même fille de joie, d'ailleurs, la même dame de joie qui lui parle, qui est très intéressant quand même. Donc il a quand même une relation, et lui on le voit dans un moment de vulnérabilité qui est quand même intense. Et truc aussi très important, il dit qu'il regrette avoir tué Lucerys, et que lui-même, Aemond, qui est un peu entre guillemets le badass des Verts, il est en train de se rendre compte que la situation échappe, et que il va peut-être pas aimer ce qui va se passer ensuite, qu'il va peut-être pas aimer la guerre. Et on voit qu'il y a une réalisation où il se dit waouh, j'aurais pu y passer en fait. Daemon, il a envoyé quelqu'un pour me tuer. Si j'aurais été chez moi en train de dormir, ce serait moi qu'ils auraient tué. Donc on voit encore l'enfant qui reste encore en Aemond, l'enfant un peu caché, qui a peur du regard des autres et tout. Pourtant, même maintenant qu'il monte le plus grand dragon du monde, comme quoi ça n'a pas vraiment changé. Et en gros, c'est un peu le Aemond, c'est le parallèle avec Daemon. Il y a toute cette conversation avec Rhaenyra où en effet elle lui expose en fait tout ce qui constitue son personnage en fait. Il est incapable de l'accepter. Mais Rhaenyra, là, elle prend vraiment les dessus, et même quand il commence à devenir violent, elle ne fléchit pas, et au final Daemon en fait il plie le genou entre guillemets. Donc c'était très intéressant. La scène était très très longue en plus, et les dialogues étaient très très bien constitués, et les travail des acteurs, encore une fois, très très bon travail. C'est d'ailleurs le plus long épisode apparemment de toute la saison, donc on comprend pourquoi. Après, c'est parce que c'est un épisode principalement relationnel entre les personnages. Mais oui, pour finir sur Helaena, j'ai trouvé très intéressant la manière dont, même quand elle est dans le chariot, en fait, c'est une situation qui est tellement bouleversante pour elle, en fait, que même quand la foule, ils sont clairement de leur côté, en fait, elle a l'impression que c'est pas du tout le cas, et que ils sont là pour lui faire du mal et tout. Et c'est là qu'on voit son esprit qui est déjà quand même dans un état un peu divergent, qui là rentre dans un état de folie, et ces choses qui rentrent en contact. Elle a pas eu l'air de faire de prophétie cet épisode, mais là je pense que je suis pas sûr qu'elle va en faire de sitôt. Donc voilà, beaucoup dans le relationnel. Il y a eu des scènes très impactantes avec, c'est sur le détail, mais avec Jaehaerys et Bella, où justement Jaehaerys en fait il propose d'aller entre guillemets faire du rappel en drone entre guillemets avec le dragon pour voir l'avancement des troupes à Port-Réal. Au final elle refuse parce qu'en fait elle a pas envie de perdre un deuxième fils, et au final elle décide d'envoyer Bella, qui en plus ne demande qu'à faire ses preuves parce que son père l'ignore. Daemon, je pense que ses filles ils s'intéressent pas beaucoup à elle, surtout Rhaena qui n'a pas de dragon. Et voilà, il y a aussi ces parallèles avec quand Rhaenyra est en train de jouer avec ses fils
Aegon et Viserys, elle se dit je n'aurais pas pu faire ça à la mère d'un autre enfant et à un enfant en général. Elle se met à la place d'Elaena et elle le sait parce qu'elle a perdu un fils. Pas dans cette situation exactement, mais elle l'a perdu. Alors après, Alicent et Criston, évidemment, ça continue. Mais bon, apparemment, disons que je pense qu'ils l'ont quand même bien exécuté parce que ça se voit que c'est vraiment le genre de truc où ils veulent arrêter. Ils sont vraiment genre... C'est une sorte d'addiction malsaine en fait, ils sont vraiment obligés. C'est comme un peu, c'est comme une forme en fait, un peu, je suppose, médiévale par exemple, une addiction au tabac par exemple. C'est-à-dire que ils savent que c'est mauvais pour eux. Si on prend une comparaison un peu moderne, ils savent que c'est mauvais pour eux, ils savent que ça les détruit en fait, mais ils sont obligés de continuer dans cette optique-là. Parce que en fait c'est ce qui leur fait déstresser en fait dans toutes ces situations. À un moment on a l'impression que Alicent elle se suicide, qu'elle se noie dans son bain, mais peut-être qu'elle y pense. Donc il y a toutes ces situations là qui compliquent la situation. Évidemment Cole devient la main du roi. Bon, on le voit pas encore porter son collier de chaîne, mais je dois avouer que la scène avec Otto est extrêmement intéressante parce que évidemment quelqu'un comme moi qui est plus du côté des noirs, après il y a certains personnages des verts qui sont clairement dépeints comme des antagonistes, mais c'est vrai que Otto, pour moi il est remonté dans mon estime après cette scène où il se fait en gros virer de la main du roi, hein, ça c'était sûr et certain, mais c'est surtout qu'en fait c'est pas, moi je pensais que ce serait juste Aegon qui le convoquerait, bah voilà, tu n'es plus main du roi, maintenant c'est Criston, il dit la phrase ma nouvelle main est un point d'acier ou un truc comme ça, et c'est fini quoi, c'est passé. Mais non, là il va le voir lui-même et il va le confronter parce en gros il a fait, vu qu'il a pendu 99 innocents on va dire pour avoir un homme, du coup toute la population de Porel, c'est sûrement ça qui va créer les émeutes en fait. Ils vont se retourner contre Aegon parce que le roi tue des innocents, donc pour eux c'est juste voilà, il l'a dit Otto. Et j'ai trouvé cette scène très 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 bien faite parce que on ressent vraiment, on a l'impression qu'au-delà des personnages, on a vraiment l'impression de voir un grand-père qui engueule son petit-fils, mais d'une manière, là c'est pas juste des questions familiales, c'est sérieux quoi, il y a beaucoup plus en jeu qui ne le capte. Et tout ce qu'il dit sur Aegon, c'est complètement vrai, hein. Il lui dit ses 4 vérités. Et j'ai trouvé que c'était que tous les personnages en fait là-dedans sont bien écrits dans le sens où il y a, au niveau de la série, hein, c'est-à-dire là on les compare pas au livre, c'est-à-dire que comment ils agissent dans la série, comment ne serait-ce que déjà les acteurs les jouent et aussi les dialogues, je trouvais que les réponses étaient très cohérentes avec les personnages de chacun et qui renvoyaient ce qu'il fallait renvoyer. J'ai trouvé cette scène très impactante parce que là on voit après, avec la discussion qu'il a avec Alicent, que le personnage d'Otto, là on a une confirmation en gros que même avec toutes les magouilles, même avec tous les complots, même avec... au final, c'est un peu lui qui a créé ce conflit dynastique. Il a quand même cette idée, du moins d'essayer de prétendre, mais je pense que c'est confirmé qu'il y pense vraiment au bien du royaume. Parce que Aegon, ça l'intéresse pas. Criston Cole, c'est pareil, ils veulent faire la guerre, mais ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, on l'a vu dans le dernier épisode, hein, c'est que Aegon, il disait de son frère Aemond quand même que il le contrôlait comme un chien et qu'il pouvait l'envoyer sur ses ennemis. À sa guise. Et le pire, c'est que c'est vrai au final. Mais Aemond, qui est le premier concerné, qui a le plus gros dragon du monde, lui, il a peur de la guerre. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que là, c'est pour éviter que les Verts soient trop diabolisés. Parce que pour l'instant, c'est vrai que la série, elle penche plus du côté des Noirs. D'ailleurs, Daemon le dit, hein, littéralement, il dit que c'est un malentendu, l'assassinat du prince Jaehaerys. Ce qui est quand même... là, ils ont littéralement dit que c'est un malentendu. Mais d'ailleurs, sur ce point, en parlant des choses qu'ils ont dites, ils ont enfin mentionné Daeron dans la série. Quand Otto dit qu'il va repartir à Ville-Vieille, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il ne fait pas ça dans les livres, il reste à Port-Réal mais il devient un peu un non-personnage jusqu'à un événement important dans l'histoire. Mais ils ont mentionné Daeron, il est à Ville-Vieille,
Ils l'ont mentionné comme étant le troisième fils d'Alicent pour être sûr que les gens comprennent. Je suppose que pour la plupart des gens, ils vont juste pas capter de qui il parle, pour les fans les plus casus, mais ils l'ont mentionné, il existe maintenant. Ils auraient dû le mentionner à la saison 1, mais maintenant c'est fait. Ils ont aussi mentionné qu'il avait son dragon. Ils ont pas donné le nom de Tessarion, mais ils ont mentionné qu'ils avaient son dragon. Alicent a conseillé à Otto de plus partir vers Au Jardin, donc c'est intéressant parce que dans les livres, les Tyrell ne prennent pas vraiment parti au combat. Peut-être que là, on aura non seulement l'occasion de voir Au Jardin, en dehors de l'immondice qu'ils ont fait dans Game of Thrones, qui ressemble pas du tout à Au Jardin, et peut-être les Tyrell, et peut-être qu'on va voir actuellement Otto faire quelque chose, au lieu de juste rester à la cour, jusqu'à ce qu'il y ait on va dire un changement dans les pouvoirs. Et enfin, le combat des deux frères Cargill. Je pense que je vais pas non plus commencer à essayer de le comparer au livre, parce que je pense que je vais faire une vidéo particulière à ce sujet. Celle-là, elle n'était pas vraiment prévue, mais l'épisode pour moi était tellement intense que je me suis dit il faut que je partage certains des éléments qui ont été communiqués. Mais c'était aussi une très très bonne scène, et avec des changements comparés au livre, ou du moins avec des nuances apportées. Et c'est une scène très très intense qui, je pense, a dû surprendre beaucoup de gens qui sont uniquement des fans de la série, parce qu'ils ont pu se dire ah oui d'accord, donc là en fait il y a eu sang et fromage, l'assassinat du prince Jaehaerys, et là carrément ils envoient déjà quelqu'un pour répliquer. Et en vrai, oui, c'est un plan qui dans une situation comme ça pourrait se faire, d'envoyer un frère jumeau pour se faire passer pour un autre frère jumeau. D'ailleurs, c'est quand même intéressant que ce soit Mysaria qui fasse la différence, parce que peut-être que sans elle, ça se serait passé autrement. Mais c'était un combat extrêmement émotionnel. J'ai trouvé que c'était très très bien fait, qu'encore une fois, ils ont pas fait l'erreur de tomber dans le surdramatique. Et au final, le dénouement est juste... ça laisse un peu sans voix. Je trouvais que ça passait un peu trop rapidement à la scène suivante, avec Otto et Alicent, je crois. Mais franchement, je te dis déjà que la Rhaenyra, elle arrivait pas à dormir. Alors là, ça doit te secouer d'un seul coup, quoi. Évidemment, ça montre à quel point la guerre, elle a même pas encore réellement commencé, mais il y a littéralement deux frères jumeaux qui sont obligés de se massacrer en fait pour une cause auquel au final ils croient pas vraiment, parce que voilà, ils le disent, je sais pas si c'est Eric ou Arik, parce que franchement je confonds toujours les deux, mais il le dit quand il arrive devant Rhaenyra, il le dit qu'il a pas le choix, et qu'au final ils s'aiment toujours, mais ils ont pas le choix que de se battre. Et il y a aussi cet élément qui est aussi très intéressant de Criston, qui essaye en gros d'envoyer ce chevalier au casse-pipe en fait, hein, parce que en gros il essaye de se dédouaner de la faute du fait qu'il était pas là pendant sang et fromage, et en gros de cette manière peut-être réussir à tuer Rhaenyra sur un stratagème précis. Après peut-être que c'était calculé, hein, peut-être qu'il avait essayé de prévoir un peu, peut-être qu'il était ambitieux du poste de main du roi. Après il a l'air plutôt surpris quand il se fait nommer. Après je pense pas que c'est le genre de truc qu'Aegon il a réfléchi à l'avance, parce qu'il a l'air hyper impulsif. Mais j'ai trouvé vachement intéressant comment ils ont essayé de moduler, vraiment essayer de nuancer la scène, en le faisant justement faire en sorte qu'il y va, mais il y va sous la contrainte. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais il le fait quand même. Il y arrive presque, mais il se fait quand même arrêter. Et c'était quand même des détails intéressants, c'est-à-dire que quand il se fait surprendre par son frère, il essaye pas directement il se fait un peu convaincre par les arguments de Criston sur la gloire, sur le triomphe. C'est-à-dire qu'il essaye. Et d'ailleurs, il le dit, c'est quand même, il garde cette idée de traîtrise, machin. Il est quand même dans, il y croit en fait, peut-être à la faction des Verts, aux idées de Criston. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, dans le combat, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se combattent pas eux deux en fait. Il y en a un qui protège la reine et il y en a un qui essaie de l'attaquer. Et à certains moments, il court vers Rhaenyra au lieu de combattre son frère. Et ça, j'ai trouvé ça. Vous voyez, c'est des petits détails, mais ça rend la chose d'autant plus réaliste.
parce que son but c'est de tuer la reine en fait. Il sait très bien que de toute façon il va sûrement y rester. C'est pas de combattre son frère dans un combat épique à la Sandor, Clegane avec la montagne. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe en vrai quoi. En général, j'ai trouvé cet épisode très 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 intéressant et je pense que c'est un très bon palier pour les épisodes à venir. Épisode prochain, c'est sûr, cette fois on aura les épisodes à Harrenhal. Je pense qu'il y aura un début de la campagne dans les terres de la couronne. Je pensais que, pour ceux qui connaissent les livres, je pensais que le repos des Freux ce serait à l'épisode 3. Je pense que ce sera plus à l'épisode 4 du coup, à moins qu'ils fassent tout en même temps, mais je pense que ça ferait un peu trop de trucs, surtout qu'apparemment il y a des longues scènes de démons à Harrenhal, etc., etc. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 2 dans les commentaires. Et toujours, comme d'habitude, un petit like si mon contenu vous plaît. C'est très apprécié, ça aide beaucoup les petites chaînes comme nous à mieux se faire référencer sur l'algorithme YouTube. Et bien sûr aussi à vous abonner, évidemment, si vous voulez voir plus de contenu de ce genre-là. Là, je suis sur 2 ou 3 vidéos, là ça dépend, cette semaine il y aura sûrement 3 vidéos par semaine entre les sorties des épisodes de House of the Dragon saison 2. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!